L'étau se resserre, le café des libraires fermera à 18 heures. Mais nous avons encore 2 rencontres, dont celle-ci. Je suis heureuse de retrouver Simon Payen, qui est libraire à 1000 pages. Bon, la librairie 1000 pages de Vincennes, qui ne la connaît pas, le berceau de ce festival en quelque sorte, et le berceau aussi du café des libraires, parce que c'est de là que partent toutes les invitations aux libraires qui sont volontaires pour venir animer des rencontres. Alors Simon s'est déjà rencontré à peu près une fois tous les jours, donc c'est super. Et là, on va retrouver 3 auteurs qui ont été regroupés sous le titre ce n'est pas vraiment un thème, hein, c'est vraiment une idée un petit peu générale sur le titre Un idéal à bout de souffle, qui doit correspondre un petit peu aux histoires que vous racontez dans vos livres. Et c'est bien sûr de vos livres, de votre dernier livre paru que l'on va dont on va parler sur ce plateau pour mettre l'eau à la bouche et donner envie aux gens de lire les livres ensuite. Alors, Viet Thanh Nguyen est né au Vietnam. Il est venu en famille, avec toute sa famille, se réfugier aux États-Unis après la chute de Saïgon. Il a écrit déjà des recueils de poèmes et un essai sur la mémoire de la guerre du Vietnam en 2016. Il est en cours de traduction, je crois. Je ne sais pas. Non. Bon, eh ben il n'est pas. Vous enseignez à l'université de la Californie du Sud ? Oui, alors ça c'est bon, c'est bien. Et vous allez nous parler d'un livre qui s'intitule Le Dévoué, paru chez Belfond en octobre 2021 et qui a été traduit par Clément Baude. Et auparavant, il y a eu un premier roman, Le Sympathisant, qui a reçu le prix Pulitzer, le prix du meilleur livre étranger et le Translation Prize. Voilà, vous êtes diplômé de Berkeley et donc vous enseignez. L'interprétation est assurée par James Francis, qui est un interprète professionnel fidèle du festival américain. Nicole Dennis-Ben est née et a grandi en Jamaïque. Elle vit aujourd'hui à New York. Elle enseigne à Princeton. Autrice féministe, elle explore à travers ses récits les thèmes du genre, de la sexualité, de la vie jamaïcaine et de sa diaspora. Elle est interprétée sur ce plateau par Audrey Killer ou Kyler. Je préfère Kyler finalement. Gougelon. Dont c'est la première participation ici au Festival América. Et elle va nous parler, Nicole Dennis-Ben, de son livre qui s'intitule en français « Si le soleil se dérobe », paru aux éditions de l'Aube en septembre 22 et qui a été traduit par Benoît d'Auvergne. Et puis Sepam Zhang, qui est né en Chine, qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 4 ans. Ses nouvelles ont paru dans le New Yorker, dans le New York Times et autres. De l'or dans les collines a été nommé à plus de 10 prix littéraires aux États-Unis, dont le Booker Prize. Elle va être interprétée par Morgane Lamotte. Morgane, dont c'est la première participation aussi, parce qu'elle est étudiante en interprétation. Merci de venir, c'est toujours impressionnant sur un plateau comme celui-ci. Et je sens que James va apporter son aide aussi à l'interprétation. Merci de vous soutenir les uns les autres, c'est super. Et là, vous allez parler de L'or dans les collines, un livre paru aux éditions du Seuil en janvier 22, et qui a été traduit par Clément Baude, lui aussi. Voilà, j'ai à peu près présenté tout le monde. Ça va? On y va? C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette avant-dernière Café des libraires. On va prendre 1 heure pour naviguer dans les pages de ces 3 magnifiques romans à la recherche de cet idéal à bout de souffle. Nathalie Diaz, prix Pulitzer de poésie en 2021, pour son poème d'amour postcolonial, écrit « L'Amérique est le syndrome, celui du sang et des rivières, de ce qu'on peut verser et chez qui on le verse. Un rêve, ils appellent ça, ce qui est américain. » Ce rêve américain, au-delà du roman national, est-ce qu'il a vraiment existé ? Et si oui, pour qui et au détriment de qui ? Comment faire pour fuir, se reconstruire,
dans un pays quand l'histoire vous rattrape. Pour répondre à toutes ces questions, je ne pourrais pas être mieux entouré que les 3 romanciers et romancières à mes côtés. Bonjour Nicole Denisben, bonjour Viet Thanh Nguyen, bonjour Sepam Zhang, merci beaucoup pour votre présence. 3 lieux, 3 romans, 3 lieux et 3 époques différentes. L'Ouest américain, avec vous Sepam Zhang, des pionniers et des chercheurs d'or. Le Paris de l'année 1980 avec vous Viet Thanh Nguyen et le Brooklyn de la fin des années 90 et du début des années 2000 avec vous Nicole Denisben. Merci beaucoup pour vos livres et pour votre présence. On commence tout de suite avec Sepam Zhang, avec De l'or dans les collines. Vous interrogez donc ce mythe des pionniers américains, des chercheurs d'or. On va suivre le parcours de Lucie et de Sam, 2 jeunes sœurs orphelines que tout oppose. Elles traversent le pays à la recherche d'un endroit pour enterrer leur père et trouver leur chez-soi, si cher à leur défunte mère. Mais comment trouver son chez-soi dans un pays qui ne veut pas de vous ? Elles sont bienvenues nulle part, subissent le racisme, le sexisme, l'exploitation et toujours cette question de comment faire pour trouver sa place dans un pays qui ne veut pas de vous. Votre roman, il est divisé en 4 parties, Sepam Zhang. Pour chaque partie, on ne connaît que la décennie dans laquelle prend place l'intrigue, mais pas le siècle. Les siècles sont cachés par un double X. Bien sûr, on les devine par les thèmes qu'il s'agit du 19e siècle, mais pourquoi avoir choisi de cacher les dates ? So my book is, I suppose, historical fiction, but it is also not. It is sometimes what I call a reimagined history, sometimes what I call speculative fiction, which is a genre in the US. And while I took great inspiration from the gold rush and did research on the presence of Chinese immigrants and laborers in this period of time, it was also a sort of act of defiance to not hold myself completely to the facts, to acknowledge that written, recorded history, which is written by the people in power, by white men at this period, neglected to record the lives of people deemed unimportant, people like the family in my novel. And so the fact that there are tigers in the book, which did not exist in the American West at that period of time, the fact that the years are X'd out, the fact that it begins with the epigraph, "This land is not your land," those are all signals for the reader that you should step carefully into these pages. And I like that idea of having a reader who perhaps is accustomed to a more standard Western, right? The Clint Eastwood style Western, in which cowboys are unquestionably morally pure, in which they are the heroes. That a reader should step into this and realize that the ground has shifted a little bit beneath their feet, that there are other ways of looking at this, other experiences, and to keep their eyes a little bit more open than perhaps they would usually be. Alors mon livre, est-ce qu'on pourrait considérer comme de la fiction historique, mais ce n'est pas réellement le cas en réalité. C'est quelque chose que j'aime appeler soit une réimagination de l'histoire ou également un genre qui existe aux États-Unis, de la fiction spéculative. Évidemment, il existe de nombreuses recherches concernant la présence des immigrés d'origine chinoise aux États-Unis à cette époque. Mais j'ai également pris la décision donc, de cacher les dates de cette manière pour ne pas avoir à me baser complètement sur les faits établis. Évidemment, on sait bien que l'histoire à cette époque était écrite par des hommes et des hommes blancs et du coup qui ont beaucoup négligé la vie réelle des personnes au sujet desquelles ils écrivaient. C'est également une des raisons pour lesquelles donc, j'ai décidé de dissimuler ces années avec ce double X au niveau du siècle. Et c'est aussi pour cela que je commence le livre par un épigraphe qui est le suivant. « Ces terres ne sont pas vos terres ». C'est un signe qui devrait mettre la puce à l'oreille du lecteur qu'il faut faire attention lorsqu'il se lance dans la lecture de ce livre. Je voulais également écrire un livre qui soit différent des westerns que l'on connaît. Des westerns à la Clint Eastwood, par exemple, où le cow-boy est toujours vu comme un héros. Donc je voulais vraiment marquer une réelle différence, un réel changement par rapport à ces codes et je voulais que le lecteur donc, puisse aborder le sujet d'un tout nouveau point de vue lorsqu'il commençait la lecture de mon livre. And sorry, to actually answer your question about home, I suppose part of what I am saying is that
by reimagining this history of reclaiming this genre that has typically excluded people like my characters, I was carving out my own sort of home in a fictional world. I was kind of making this new kind of home. Et pour répondre à votre question sur l'idée du chez-soi, à travers cette réinvention, cette réimagination de l'histoire qui a très souvent et très longtemps exclu les personnes comme moi, en quelque sorte, j'étais un peu en train de me créer mon propre chez-moi avec l'écriture de ce roman. Vous disiez que les westerns étaient souvent écrits par des hommes blancs. La ruée vers l'or était systématiquement une affaire d'hommes. Ba, le personnage de votre roman, le père, est d'ailleurs plutôt bon dans cette recherche de l'or jusqu'à ce qu'on lui vole l'or, puis qu'une loi interdise aux gens qui ne sont pas nés ici d'avoir de l'or et de chercher de l'or. Il dit même cette phrase à sa fille Sam: « Les hommes ont dépioté la rivière comme ta mère dépiote les os, et ils l'ont détruite, cette eau. » Est-ce qu'à travers cette phrase, vous avez voulu interroger les deux grands oubliés du roman national américain, c'est-à-dire les femmes et l'écologie? Yeah, thank you for that reading, because I feel like certainly of women, and I think the environmental theme is sometimes lost in this conversation, but that was so important to me. I think that I wrote this book, and I didn't realize this was happening as I wrote it, but I wrote this book after a period of working for 4 years in the tech industry in San Francisco, which may seem strange, but it is very much the current American gold rush, right? This idea of like, come out west, everything is equal. We have no boundaries here. Anyone who has a good idea and the desire to make it real can make it. But that's not true. Tech obviously has made billionaires out of a lot of white men, not so many women, and not so many people of color. And it was also the process of living part of my childhood in California and seeing the way that that land itself has been robbed. Every single one of the 5 years that I was sort of working on this book, there were wildfires raging through California. And we often think of climate change as a modern day occurrence, as a recent risk in the world, but in fact, in the American West, people have been robbing the land of gold, they've been robbing the land of water, they've been diverting it for their own purposes and sort of carving it to pieces for a much, much longer period of time. Alors oui, merci beaucoup pour cette question, car c'est vrai, souvent les femmes et également la question de l'environnement sont négligées dans ce style de débat, mais alors que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et donc quand j'écrivais mon roman, je ne me rendais pas compte forcément au moment même où j'écrivais, mais j'ai commencé à l'écrire après avoir passé 4 ans à travailler dans l'industrie de la technologie à San Francisco. Et pour moi, c'est un peu un environnement qui se rapporte à la ruée vers l'or de nos jours, en fait. On nous pousse vraiment ces idées qu'il n'y a pas de limite et que tout le monde peut réussir à réaliser ses objectifs, mais ce n'est pas vrai dans les faits. Beaucoup et la plupart des personnes qui sont maintenant devenues milliardaires sont des hommes blancs dans la réalité. Il y a très peu de femmes, il y a très peu de personnes qui ne sont pas blanches également. Et par ailleurs, sur la question de l'environnement, alors comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en Californie et alors même que j'écrivais mon livre, ce qui m'a pris 5 années, il y a eu des feux de forêt qui ravageaient la Californie tout au long de l'écriture. On pense beaucoup à la question du dérèglement climatique comme quelque chose de récent, quelque chose qui n'a commencé que dans les dernières décennies, alors que c'est quelque chose qui remonte en réalité à très longtemps, depuis la ruée de l'or, où vraiment on dépiotait la terre de toutes ses ressources, et donc ce n'est vraiment pas quelque chose de récent, et c'est pour ça qu'on retrouve ces questionnements dans mon livre également.
Il y a une question dans votre roman Sepamzang qui est centrale, qui est celle de la chance, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup pour Patsy dans Si le soleil se dérobe, et aussi chez vous, Viet-Thanh Nguyen, mais peut-être davantage dans Le Sympathisant. Cette question de la chance, cette famille, Ba, Ma, Lucie et Sam n'ont pas de chance. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il me semble que la chance, peut-être, en tout cas dans votre roman, serait aussi une affaire de territoire, comme si on ne peut pas avoir de chance sur un territoire qui n'est pas le sien. I mean, absolutely. I think what the characters in the book call luck and what we often call luck is actually a mixture of opportunity and privilege, right? As is the case with the family, you can have the luck, for example, of finding gold, but if you can't keep it, you're not allowed to have luck. Not everyone is allowed to have the same amount of luck. And just as I was speaking of the current tech industry in San Francisco and in America, it's very much the same. It is not actually a matter of luck. It is not actually a matter of an equal playing field. And you earlier spoke of the American dream as a uniting thread between all three of our works. And it took me a really long time to realize that the American dream is, one, untrue, and two, that it is very toxic. If you are somebody who comes, as my parents did, as fresh immigrants into America with that idea that all it takes is hard work and will, seeing yourself fail to achieve what others might achieve makes you start to question yourself. It starts to turn you inwards towards yourself. It creates this mode of self-hatred that eats you away from the inside, as it does the father in my novel. And that's a sort of disease that I see, and it makes me furious to see it. Alors oui, absolument, il y a vraiment cette idée de la chance dans mon roman. La chance, comme l'aperçoivent mes personnages, mais également comme nous l'apercevons, c'est à la fois un mélange d'opportunités et de privilèges. Bien sûr, on peut avoir la chance de tomber sur de l'or, de trouver de l'or, mais il faut également pouvoir avoir la chance et l'opportunité de le garder, cet or. Et tout le monde n'a pas cette chance. Également, lorsque je vous parlais de l'industrie de la technologie à San Francisco, c'est pareil, il n'y a pas que la chance qui joue, et également au niveau de la question du rêve américain. C'est ce que vous avez dit qui relie donc nos trois ouvrages, nos trois ici présents, et ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser que cette idée que nous avons du rêve américain était quelque chose de très toxique. Parce que imaginez que vous vous rendez aux États-Unis avec donc cette idée du rêve américain et vous vous disiez que c'est juste en travaillant dur et avec beaucoup de volonté que vous allez pouvoir tout réussir dans la vie. Et bien à ce moment-là, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous échouez malgré ces croyances, cela va vous tourner vers vous-même. Vous allez commencer à vous détester, ça va vous ronger, comme ça arrive à Ba dans mon roman. Et donc c'est un mal qui finit par nous ronger, et c'est quelque chose qui m'enrage réellement lorsque j'y pense. Ce serait donc même pas un idéal à bout de souffle, vous semblez dire, ce rêve américain, mais quelque chose qui ressemblerait bien plus à un mensonge, avec cette question que votre famille se pose systématiquement, c'est à quel moment peut-on dire que ce pays est mon pays ? Et s'il y en a bien un qui pourrait répondre à cette question, Viet-Thanh Nguyen, c'est Vodan. Dans Le Dévoué, on retrouve avec grande joie ce personnage extrêmement complexe, très beau, qui arrive donc à Paris au début des années 80. Il sort d'une séance de torture extrêmement douloureuse, administrée par son frère de sang, Man. Il n'est, et là je vous cite, plus un espion ou une taupe, mais un fantôme, assurément. Paris, donc, 1981, il intègre la Pègre et rencontre un très franc succès grâce à une carrière de dealer et un hashish d'une qualité supérieure. Il se retrouve évidemment dans une guerre de gang qui va l'amener à ressasser son passé traumatique. Le nom des personnages de votre roman sont généreux d'inventivité, un roman qui vous fait vraiment éclater de rire, moche, très moche, Mona Lisa, Beatles, Rolling Stone, et en même temps qui porte en lui une charge politique extrêmement intéressante.
il y a cette question de la culture qui est omniprésente dans votre roman. La tante de Wodan lui donne une leçon de féminisme. Le videur du ciel, une luxueuse maison close, passe sa journée à lire du Voltaire ou du Fanon. Pourquoi avoir inscrit votre roman à Paris? Et qu'est-ce que cette culture peut-être lui permet des choses à Paris que les États-Unis ne lui avaient pas permis dans Le Sympathisant? Well, I'm so happy to be here with both Nicole and with Pam. It's a great way to end my time here in Vincennes with all of you. And you know, when you started off talking about the American dream, and of course, if we talk about the American dream, as Pam has implied, we also have to talk about the American nightmare. This has always coexisted in the history of the United States. But Americans, I think, in general, are actually okay with being criticized, as long as you keep talking about Americans, because then you just keep putting the United States in the center. And Americans know very well that even bad publicity is good publicity. So for me, it was, when I wrote the sequel to Les Sympathisants, it was very important not to keep it in the United States, but to move it somewhere else. You know, with the Les Sympathisants, I tried to offend everybody, but I realized I hadn't offended the French. So I thought, I should now try to offend the French. Because for me, if we speak about the American dream and the American nightmare, I, coming from Vietnam, which was colonized by the French, can't help but think that, you know, the French came to the colonies, Indochine, and brought la mission civilisatrice. Beautiful. But, a lot of buts, some of the Vietnamese thought that they were actually slaves of the French. So that binary between the dream and the nightmare is not unique to the United States, but the French did it too everywhere that the French had their empire and their colonies. And yet the result is very similar. That in the United States, if you come to the United States as an immigrant or a refugee, you're only supposed to speak about the dream and not the nightmare. And likewise, I think from everything I understand about the French, please correct me, when you come to France, you're supposed to genuflect before French culture, and you're not supposed to mention these little problems that have happened in the past. And so that's a tragedy, but it's also hopefully very funny if you have a sense of humor. I hope you have a sense of humor about what I'm saying to you about the French. So Le Dévoué is very much a novel about violence and tragedy and horror, but also hopefully some dark, absurdist humor as well. And so that was the first reason that was important to move out of the United States. And the second was that I've been to France and Paris many times, and I had to recognize that I myself, as political as I am, have been mentally colonized by the French. Thank you very much. I am as easily seduced by French culture as I am by the American dream. So I had to write this novel to try to exorcise some of these seductions that the French have done to me. And I was very self-conscious in making sure that the Paris that I was describing was not the Paris of Emily of Paris, for example. The Americans have incredible fantasies about Paris. And I've been to Paris often enough to realize that I don't like that Paris. I actually prefer the immigrant Paris. I prefer the refugee Paris. And so this novel is set mostly in these kinds of quarters so that I could try to put the immigrants and the refugees of Paris and France at the center. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces dernières scènes pour ma présence à Vincennes avec ces deux excellents auteurs. Je pense que c'est un très bon moyen de conclure mon temps ici. Et d'ailleurs, dès lors que nous parlons du rêve américain, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un revers à cette médaille. Il y a évidemment le cauchemar américain. J'ai toujours pensé qu'il fallait être capable de critiquer les Américains, qu'il fallait être capable de leur montrer un miroir en quelque sorte. Mais je me suis rendu compte que ça offensait pas les Américains que je leur dise ça. Parce que tout Américain vous dira qu'il n'y a pas de mauvaise pub. Donc en fait, ça les dérangeait pas tant que ça. Donc lorsque j'ai écrit la suite des Sympathisants, je me suis dit, bon, je me suis déjà bien tenté à vexer les Américains. Qui est-ce que je peux encore vexer dans le monde? Les Français. Je me suis dit, c'est parti, je vais mettre mon livre à Paris. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des parallèles assez forts quand même, parce qu'on parle beaucoup du passé américain, mais que
mais qu'il y a un passé colonial français également qu'il ne faut pas prendre en compte. Il y avait cette belle mission en Indochine, les Français qui sont allés là-bas, mais les Vietnamiens, pour de nombreux d'entre eux, ont vécu ça comme une période d'esclavage. Donc il ne faut pas parler uniquement du rêve américain, en fait, ce motif du rêve occidental imposé, il revient assez régulièrement. Le résultat de ça était la présence d'immigrés et de réfugiés qui se sont déplacés. Mais il en va de même pour la culture française quand on y pense. On se retrouve en quelque sorte colonisé par, en tout cas moi je me suis retrouvé colonisé en quelque sorte par la culture française. Quand on vient en France, comme quand on va aux États-Unis, on se prosterne devant le rêve américain. Quand on va en France, on se prosterne devant la culture française. Et je me suis retrouvé quelque part pris là-dedans. Et c'est à la fois tragique et aussi un peu amusant, il faut le prendre en compte. Mon roman parle de violence, de tragédie, de gang, mais a également un côté humour absurde, un peu noir aussi, que j'espère que vous percevez. Mais la deuxième raison de ce que je suis en train de vous dire, c'est que avec la France, avec ce livre, tellement j'aimais la France, tellement j'aimais la culture française, l'écriture de ce livre m'a permis en quelque sorte de m'exorciser de cette emprise qu'avait la culture française pour moi et de la mettre au grand jour. Donc il y a ce fantasme, Paris, dans l'esprit des Américains, est vu de manière un peu utopique. Les Américains, quand ils viennent à Paris, ils ont l'impression que c'est Émilie à Paris. Mais en fin de compte, ce n'est pas le Paris que j'aime, moi. Moi, ce que j'aime, c'est le Paris des immigrés, c'est le Paris des réfugiés. Et c'est pour ça que j'ai situé mon livre dans ces quartiers-là, que je trouve bien plus intéressantes. Entre les séquelles de sa séance de torture et la drogue qu'il ingère, Wodan s'approche de plus en plus de la folie au fil de votre roman. Est-ce que cette folie, ce ne serait pas finalement aussi une métaphore de l'histoire qu'il rattrape sous forme de fantôme, certes, mais une histoire bien réelle d'exil et de déracinement ? Let me first say there is a lot of torture and violence in these two books, but I think it's pretty funny. And so you have to actually read the books to find the humor in such terrible things. But the second thing is that he suffers from trauma and madness, for sure, because of his own personal story and what he's been subjected to and what he's done. But as a metaphor, the question of madness also exists. Because I think that for many immigrants and refugees, there is madness in their experience. I think Pam alluded to this as well. You know, when you internalize these ideals of the American dream, for example, and then you fail at that experience, it could result in anger or other emotions, but it can also result in madness as well. And for me, this is an important issue to bring up because at least in the American context, we all have to pretend that things like mental illness don't exist. We're all supposed to be happy Americans. The emotions that swirl around immigrant and refugee communities are all hidden within the immigrant and refugee communities. I grew up in a Vietnamese refugee community. I saw that there was some happiness, but mostly there was a lot of anger and sadness and melancholy and rage, but also mental illness, mental trauma. And there was very little way for refugees and immigrants to express these sentiments. They could certainly express them through domestic violence in their household, through alcoholism, through drug abuse, through violence directed against their own people. But it would take writers of this generation here the time and the experience to write these stories in English so that everyone else could learn about these experiences. And that's necessary, but it's also another layer of tragedy because, at least in the case of the Vietnamese refugee community, the Vietnamese are telling their own stories in Vietnamese as well, but that means the rest of the American community or French community doesn't hear these stories. And because my generation grows up not being able to speak Vietnamese very well, certainly not being able to read or write for the most part in Vietnamese, we don't even have access to the stories of our parents and grandparents in many circumstances.
And so, being a writer, writing in English, being translated into French, it's a huge privilege. But I'm always aware that there is this layer of tragedy in that it took this much historical change for some of these stories of trauma and illness to be read by non-Vietnamese people. Bon, tout d'abord, je tiens à dire que oui, il y a violence et torture dans mon roman, mais j'espère que à la lecture de ça, vous allez voir le côté drôle de ces violences. Deuxièmement, j'aimerais revenir sur cette idée de la folie. Il y a deux lectures. Il y a une folie qui est de fait la folie qui vient de par le parcours du personnage, mais il y a également la folie telle qu'elle est utilisée comme métaphore. Pam a parlé un peu de cette même folie d'ailleurs. La folie qui vient par le parcours d'un immigré, rien que le fait d'avoir internalisé le rêve américain avant de venir aux États-Unis et de constater l'échec, qu'on n'a pas accès au rêve américain, ça peut amener colère, tristesse et également folie de la même manière. Les Américains aux États-Unis, il faut que tout aille bien, il faut que tout le monde soit souriant, il faut que tout le monde soit heureux. Et en fait, ça couvre énormément de maladies mentales et de peines sous cette couverture. Et ce sont bien souvent des problèmes qui sont cachés au sein des communautés, notamment des communautés étrangères et immigrées. On l'a beaucoup vu dans les communautés, notamment vietnamiennes. Il y a de la colère, de la rage, de la tristesse, et également beaucoup de maladies mentales, de mal-être mental aussi. Ce mal-être peut s'exprimer de plusieurs manières. Ça peut être par l'alcoolisme, ça peut être par la drogue, ça peut être par la violence, soit conjugale, soit faite contre son propre peuple. Et il a fallu attendre cette génération-ci pour que des écrivains issus de ces communautés puissent commencer à nous en parler en langue anglaise ou en langue française. Mais il y a une tragédie derrière ça, qui est que, ayant grandi dans une communauté vietnamienne, on se racontait les histoires dans notre langue. Les générations d'avant se racontaient ces histoires dans leur langue. Donc il y a cet héritage, mais aujourd'hui, une nouvelle génération qui a grandi aux États-Unis est presque séparée de ces histoires, parce que beaucoup d'entre nous ne parlons pas les langues d'origine, ne parlons moins bien, en tout cas vietnamien, en tout cas à la lecture et à l'écriture. Donc on se retrouve bloqué à l'accès des histoires de nos aïeux. Bon, j'en conviens, c'est un vrai privilège pour moi d'avoir accès à cette plateforme, de pouvoir être traduit de cette manière, mais il ne faut pas oublier le changement et la séparation qui existe avec la génération d'avant. Ces injonctions au bonheur qui cachent des maladies mentales dont vous parlez Viet Nguyen, Patsy, elle est vraiment en plein dedans. Dans votre roman C'est le soleil sur des robes, Nicole Denisben, elle souffre de dépression. Et ces injonctions au bonheur, le fait qu'elle n'ait pas le droit de faire comme ce que font les Américains, interroge et la révolte. Dans votre roman, tous les personnages et toutes les femmes, c'est un roman où quasiment l'intégralité des personnages sont féminins, elles veulent toutes aller au bout d'elles-mêmes, aller au bout de leurs rêves. Ce serait un peu, Patsy, le juste milieu, j'ai l'impression, entre Lucie et Sam de Sepam Zhang, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois lucide, mais qui, malgré cette lucidité, veut quand même aller au bout de son rêve et quitter sa Jamaïque où elle ne se plaît pas, la maternité l'enferme, elle n'est pas heureuse, elle décide donc de rejoindre Cicely, son amie d'enfance à Brooklyn, pour qui elle a un désir extrêmement fort et aussi pour qui elle porte un amour. Il n'y a que Patsy qui me semble aimer vraiment dans votre roman. Tous les autres couples, c'est toujours une histoire d'argent, une histoire de réussite sociale. Un moment, Fiona, une de ses amies, lui dit que on ne peut pas se marier par amour. Est-ce que l'amour, il est exclu lui aussi de ce rêve américain dont vous parlez ? Wow, very good question. Good afternoon, everyone. Thanks for having me here. It's a pleasure to be on stage with Viet and Pam. I want to talk about Patsy. So first of all, Patsy, yes, came to America with that dream in mind. You start thinking the roads were paved with gold. It's interesting that she's coming from a country that does not claim her. A country that regards her working class, black, female, and also queer, and then coming to a country where she thought it was going to be a beautiful thing, but realizing that country does not claim her
either. And so as we talk about American dream, and I think it was Pam who had mentioned the nightmare. The nightmare was finding out that America was not the place she thought it was. And the nightmare is also realizing that in America, you can't love the way you want to love. In the midst of immigrants, in order to get the paperwork, especially if you're not coming to America as a student, if you're not coming to America in the right type of jobs that will sponsor you, for example, in the tech industry or in finance, you're stuck. And so Patsy was that immigrant who was literally stuck, and Cicely was that immigrant who was literally stuck. However, you find out, especially as I focus on female protagonists, and let me pause for my translator 1 second. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. J'aimerais tout d'abord vous saluer et vous remercier de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager la scène avec Viet et avec Pam. Alors pour revenir à mon ouvrage Patsy en anglais, si le soleil se dérobe en français, alors effectivement, Patsy part aux États-Unis pour suivre le rêve américain, parce que pour elle, les États-Unis, c'est l'Eldorado. Et parce qu'elle n'est pas heureuse en Jamaïque et parce que la Jamaïque ne veut pas d'elle. D'une part, c'est une femme, ensuite, elle est noire, troisièmement, elle est pauvre et en plus, elle est queer. Elle arrive aux États-Unis, elle s'aperçoit que les États-Unis ne sont pas plus accueillants que son pays d'origine. Et donc, elle perd ses illusions. Et on se rend compte également, elle se rend compte également qu'aux États-Unis, il n'est pas possible de vivre son amour selon ses propres termes. Par exemple, pour avoir ses papiers, c'est très difficile. Alors, si vous êtes un étudiant, à moins d'être un étudiant ou à moins d'être sponsorisé par telle ou telle entreprise de technologie qui va vous parrainer, entre guillemets, à moins d'être dans ce cadre-là, vous êtes coincé. Et effectivement, tous mes personnages sont des femmes, et je poursuis. So I focus on female protagonists because I wanted to document what it's really like for most women, undocumented immigrants coming into the United States who have to get the right paperwork. Many of them rely on marrying men. And by the way, Patsy was set before 2012 when Obama legalized same-sex marriage. Patsy, coming as an immigrant who is queer, did not see herself marrying a man for a green card. Many women who come and be in that situation get taken advantage of. And I really wanted to to zoom in on that relationship, which no one talks about. No one talks about that, those kinds of marriages that happen. And as a result, yes, some people live happily ever after, so love does happen. But for the great majority, love is not love, it's abuse. It's the American citizen dangling a visa over the immigrant's head if they don't, for example, if they don't act the way they want them to act or do what they wanted to do. And most of the time, sexual favors, they'll call immigration on them. So I wanted to show that side and show that Patsy made a decision. She left Jamaica with the idea that, no, I'm coming to America for freedom. Now, does she get that freedom? No, but she did not see herself leaving Jamaica for better opportunity to come here to be trapped. And that was really the irony, because she was actually trapped in a different way. She ended up paying the price for saying no to a marriage like that. And so Fiona was right. Love was not an option. Alors, je parlais effectivement de mes personnages qui sont pratiquement toutes des femmes, et je souhaitais expliquer de quelle manière on a tellement de femmes qui viennent émigrer aux États-Unis et la façon dont elles obtiennent leurs papiers. Lorsqu'on n'est pas sponsorisé ou parrainé, la seule façon d'obtenir ces papiers, c'est d'épouser un Américain. Et à l'époque, le mariage homosexuel n'avait pas encore été légalisé dans certains États, et le fait est que Patsy, mon personnage, ne veut pas avoir ses papiers de cette façon. Elle ne veut pas
se faire avoir. Mais ça arrive à tant de monde. Et personne n'en parle de ces relations qui sont forcées, qui sont contraintes, de ces mariages, entre guillemets, qui sont motivés par le fait d'avoir ces papiers. Alors oui, effectivement, parfois ça tourne bien. Parfois on tombe amoureux et c'est le conte de fées. Mais dans la plupart des cas, ces personnes qui épousent quelqu'un, un Américain, un homme, pour avoir ses papiers, mais cette personne-là lui fait miroiter un visa et exige en échange des faveurs sexuelles. Et si on n'obtempère pas, on est en but à toutes sortes de violences. Et le mari va jusqu'à appeler les autorités pour les dénoncer. C'est une immigrée illégale, renvoyez-la chez elle. Donc, effectivement, mon personnage Patsy a décidé de quitter la Jamaïque pour arriver aux États-Unis parce que ce qu'elle voulait, c'était la liberté. L'a-t-elle trouvée? Non, malheureusement. Et le paradoxe, c'est qu'elle a quitté la Jamaïque parce qu'elle était coincée là-bas. Elle arrive aux États-Unis, elle est coincée de nouveau, d'une façon différente, certes. Et donc, c'est assez paradoxal, effectivement. Et pour répondre à la question, pour répondre à ce que disait Fiona, l'un de mes personnages, effectivement, l'amour, ça n'est pas une possibilité. Votre roman et la grande lumière qui s'en dégage vient surtout de là. Il est traversé par le désir de Patsy. Quand c'est tellement difficile de survivre, quand on est femme, noire, immigrée, sans papier, homosexuel, queer, qu'est-ce qui représente le désir? Est-ce que finalement le désir, ce ne serait pas le dernier espace de liberté pour Patsy? Another good question. So I thought, Patsy desires so much. One, she desires more. She desires freedom. She desires choice. And she desires love. She simply wanted love and also to find her place in the world. Now, in terms of finding freedom in that desire, I doubt it in a way where I wrote the book because I thought, for one, it's a challenge for Patsy to find any of that. It's not easy for her, and you were right, that was a really hard struggle. But one thing I did give Patsy was that hope. That was the only thing that Patsy had, hope. And I think, for a while, that was really where her peace was, in that hope. I guess the same as that desire for freedom and for choice. And in her coming into herself, ultimately finding a person like Claudette, the love interest, who, of course, after Cicely broke her heart by clinging to her very toxic version of the American dream, marrying a man for status and finance, as opposed to wanting to be with Patsy, Patsy found it somewhere else. And I significantly put a character there, Barrington, in the midst where he was a young man who was down on his luck, and he leapt to his own death in front of a subway. And this was after a conversation with Patsy, and she looked right then and said to herself, I came to America to live. I did not come to America to die. And that was profound in a way where Patsy now kind of had that ability to turn her life around. It was, of course, not that easy, but a lot of us immigrants feel that way. I came to America to live, not to die, as a first-generation immigrant. And so I wanted to put that in Patsy, giving her that desire more than ever to live. Effectivement, mon personnage, Patsy, veut énormément de choses. Et elle en veut toujours plus. Elle veut quoi? Elle veut la liberté. Elle veut la liberté de choisir. Elle veut ressentir l'amour. C'est tout simple, finalement. Et elle veut trouver cet espace où elle pourra se vivre. Le fait est que c'est difficile. C'est difficile et pour cela, il faut lutter pour obtenir toutes ces choses. Mais je pense que s'il y a un espace où elle peut ressentir tout cela, c'est l'espoir. Je lui ai donné cet espoir. C'est dans l'espoir que réside la paix, que réside la liberté, que réside le choix. Et elle finit par trouver l'amour dans la personne de Claudette. Juste après que Cicely, c'est-à-dire son amour d'enfance, pour qui elle a traversé l'océan et arrive aux États-Unis, juste après que Cicely lui ait brisé le cœur, parce que Cicely a préféré rester mariée parce que son mari était riche,
riche. Donc, quelque part, elle poursuivait elle-même cette espèce de rêve américain, mais un rêve américain toxique. Et donc, Patsy, comme je le disais, trouve l'amour en la personne de Claudette. Et on voit de l'autre côté, j'ai injecté dans mon histoire un autre personnage qui s'appelle Barrington et qui, lui, a le même historique, a des difficultés, est immigrant jamaïcain aux États-Unis et qui, lui, abandonne la partie, finit par se suicider. Et en voyant ça sous les yeux de Patsy, dans le métro, et Patsy se dit « mais je ne suis pas venue en Amérique pour vivre ». Ou plutôt, je suis venue pour vivre, je ne suis pas venue pour mourir. Et cette réalisation, le fait qu'elle se rende compte de ça, c'est extrêmement profond. Et c'est ça qui change son destin. Et moi-même, en tant qu'immigrante de première génération, je suis là pour vivre, je ne suis pas là pour mourir. Et j'ai donné ce même désir à mon personnage. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un tout petit passage pour conclure de Si le soleil se dérobe de Nicole Dennis-Benn. Patsy est dans une agence pour trouver un travail et elle parle à une conseillère. Et la conseillère lui demande « Bon, vous avez fait votre choix ?» demande-t-elle à Patsy. « J'étais très douée en maths autrefois » répond celle-ci en regardant Cicely qui détourne les yeux et redresse les épaules. « Pardon ? Vous m'avez demandé mes compétences tout à l'heure. Eh bien, j'étais très doué en maths. On disait même que j'étais un prodige à l'époque, quand j'allais à l'école. »« C'est super, » dit la conseillère sans grande conviction, les mains serrées autour de sa tasse de café fumante. « Mais comme je le disais tout à l'heure, quel que soit votre parcours, on recherche beaucoup de femmes pour vous, comme vous, pour les travaux domestiques en ce moment. Ce poste de nourrice semble fait pour vous. » Très bien. À travers ce cynisme de cette conseillère, c'est tout un pan de l'histoire américaine qui est réinterrogé, remis en question dans ce roman absolument magnifique, extrêmement lumineux, avec cette question, vous l'avez dit dans votre réponse précédente, systématiquement de la liberté. La liberté qu'on retrouve dans vos 3 romans. Je vous remercie sincèrement pour vos réponses et merci à toutes et à tous pour votre attention. Et une très bonne fin de festival. Et merci à toi, Simon. Merci. Bon, merci pour cette belle rencontre. Alors, je rappelle les titres des livres. Celui de Viet Nguyen, Le Dévoué, paru chez Belfond, traduit par Clément Baude. Celui de Nicole Dennis-Benn s'intitule Si le soleil se dérobe, paru aux éditions de l'Aube, traduit par Benoît d'Auvergne. Et celui de Sepam Zhang, De l'or dans les collines, paru chez Seuil, et traduit lui aussi par Clément Baude. Et je voudrais remercier aussi nos interprètes qui étaient sur le plateau. Merci à James, merci à Audrey et saluer Morgane qui fait ses débuts et qui s'est formidablement bien débrouillée. Voilà, c'est une étudiante, c'est une vraie interprète. Merci.